santé, bonjour à tous. Une première flamme dans votre été avant la cérémonie d'ouverture vendredi. RFI lance ses JO ce lundi. C'est la première de Radio-Jeux international, même horaire que vos rendez-vous sportifs habituels sur les antennes de la radio du monde. Il y a Radio Foot en semaine, Mondial Sport le week-end. Et bien Radio-Jeux, ce sera 7 jours sur 7 à partir de maintenant jusqu'au 11 août prochain. Un vrai marathon. Ça tombe bien, c'est de circonstance, le marathon, épreuve olympique emblématique de l'héritage antique des Jeux olympiques. C'est joli, ça rime, mais c'est un peu un raccourci. Que sait-on exactement des JO originels, des Jeux dans la Grèce antique? Le baron de Coubertin, fondateur de l'olympisme moderne, il y a environ 130 années de cela, prétendait s'inspirer des anciens. Il aura également pas mal réécrit l'histoire, ce bon vieux baron. Paris 2024 n'aura pas grand-chose à voir avec les concours sportifs qu'accueillait Olympie plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Mais des similitudes entre les deux ères existent tout de même. Radio-Jeux, passé ou présent, c'est parti. Voilà Mérinos, il vient de marathon. Il a battu tout le monde aux Jeux d'Olympie. Il est plus rapide que le cheval, plus rapide que le vent quand il souffle en tempête. Alors, comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant, ça. Nous faisons des jeux dans le village aussi. Mais évidemment, comme nous buvons tous de la potion magique, ça n'est pas très palpitant. Tu m'écoutes quand je parle? Deux émissions et une thématique pour lancer les Jeux sur RFI ce lundi et des références communes dans nos deux rendez-vous. L'équipe olympique ce midi et Radio-Jeux. Présentement, Astérix, le héros gaulois de la BD éponyme, symbole d'une antiquité revue à une sauce légèrement fantaisiste. C'est pour les enfants, un peu comme celle présentée finalement par le Parisien Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle, au moment de créer les JO modernes. Et Coubertin était probablement un peu moins drôle qu'Astérix, qui se confronte lui aussi dans ses aventures, on l'a entendu, aux Jeux Olympiques. Bonjour Violaine Vanoyek. Bonjour. Femme de lettres, poétesse, romancière, mais c'est pas forcément pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Alors on va insister sur le fait que vous êtes une spécialiste des JO antiques. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet, des ouvrages d'historienne et des ouvrages de fiction, même un polar qui vous permet de véhiculer votre connaissance, votre érudition sur le sujet des JO antiques. Oui, un seul meurtre aux Jeux Olympiques, un seul livre de fiction, parce que j'estime que c'est intéressant de connaître la vie quotidienne au moment des Jeux anciens, et tout le monde ne lit pas forcément des livres d'histoire, donc c'est l'occasion, voilà, de mieux entrer dans ce monde. Et parmi les essais qui ont fait votre renommée, si je puis dire, dans le milieu des connaisseurs des JO antiques, la naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l'Antiquité, 1992, ouvrage de référence. Et on peut qui le dire a été comme ça. traduit dans plus de 50 pays et qui est étudié, oui, dans tous les concours de STAPS et autres. Donc, effectivement, ça reste l'ouvrage de référence. On le lit donc pour devenir professeur de sport, d'enseignement physique et sportif en France. Bonjour également. Quand on parle des JO antiques, de quelle période on parle exactement? Et pour aller un peu dans le sens de ce que dit Vinciane Paradis-Delforge, de quel espace? On est à Olympie, d'où le nom Jeux Olympiques, et Olympie, c'est Zeus qui est le roi de l'Olympe, donc le roi des divinités alors, grecques. pour simplifier, on va dire ça. En fait, bon, les premiers jeux officiels datent de 776 avant Jésus-Christ et s'arrêtent en 394 après Jésus-Christ. Alors ça, c'est officiel parce que on trouve l'équivalent des Jeux Olympiques, les épreuves olympiques, bien avant ces dates officielles, on est bien d'accord. Et les Jeux ont quelque peu perduré tout de même après le règne des Théodoses, donc 394, 4e siècle après Jésus-Christ. Oui, alors bien évidemment, le sacré est là dans les agones, c'est-à-dire les concours, ce qu'on appelle les concours, ce qu'on appelle les jeux maintenant. Il ne faut pas penser que jeu a été utilisé pour l'aspect ludique. Ce serait un contresens. En fait, c'est une traduction des concours, tout simplement. Donc, il est plus correct de parler de concours. Mais c'est effectivement toujours lié à la célébration d'un dieu. Là, vous l'avez dit parfaitement, c'est Zeus, à Olympie. Mais il y avait d'autres concours aussi importants qui étaient faits en l'honneur d'autres dieux. Oui, Vinciane, si je puis dire, sportif. Alors je vais utiliser ce mot-là, mais je sais que les mots sont problématiques, au sens presque universitaire du terme, quand on les utilise de manière moderne.
modernes et qu'on les Bah oui, transpose à une forcément. réalité lointaine, antique, les sportifs convergeaient donc vers Olympie pour ce qu'on peut vraiment désigner comme les Jeux Olympiques antiques. D'où ils viennent, Violaine Vanoyek, ces participants? Alors, d'abord, juste je complète ce qui a été dit Oui, bien précédemment, sûr. parce qu'on a parlé là des 4 concours qui avaient lieu chaque année, hein, donc les 4 concours importants, et effectivement quand on gagnait aux 4 concours, dont le grand chelem, on peut dire, eh bien on était le super-héros, mais il y avait de très très nombreuses fêtes en Antiquité, en l'honneur bien évidemment toujours des dieux, des fêtes qui étaient un petit peu moins importantes, mais tout de même. Et il y a eu aussi beaucoup de villes et beaucoup de pays aussi qui ont tenté de reproduire les Jeux Olympiques, notamment l'Égypte, sans y parvenir totalement. Je pense notamment aux Alexandria à l'époque des Ptolémées, des Cléopâtres. Alors oui, donc comment ça se passait? Eh bien écoutez, quelques Déjà, semaines... ça avait lieu tous les 4 ans. Déjà, ça avait lieu tous les 4 ans. Pourquoi? Comme Parce qu'on aujourd'hui. a vu qu'il y avait 4 grands concours. Hein. Donc, forcément, les Jeux Olympiques arrivaient tous les 4 ans. Et alors, comment ça se déroulait? Eh bien, quelques semaines donc avant que ne commencent les Jeux Olympiques, il y avait des héros qui se rendaient dans... alors, au tout début des Jeux, il faut savoir que au tout début, il n'y a que les cités grecques qui concourent aux Jeux Olympiques. Et puis après, ça s'étend au monde connu, on va dire. Hein. Alors, il y avait des héros donc, qui partaient dans les différentes villes ou pays qui voulaient participer aux Jeux. Autour de la là, Méditerranée, oui, grosso modo. bon, oui, bien sûr. Pour résumer. Et le monde connu, oui, c'était surtout le monde méditerranéen. Et puis, donc, ces héros écoutaient les professeurs de gymnastique, on va dire ça comme ça, qui avaient déjà sélectionné des futurs champions, on va dire, voilà. Et ces candidats se rendaient donc à Olympie, soit par la mer, mais la mer à l'époque était infestée de pirates, c'est pas très recommandé, soit par la terre, mais évidemment c'était très long, surtout que les Jeux masculins avaient lieu au mois de juillet, donc évidemment par une chaleur harassante, et les Jeux féminins avaient lieu en septembre. Ils arrivaient, ces candidats, ces futurs champions, à la petite cité d'Hélice, qui se trouve à quelques kilomètres d'Olympie, qu'on avait choisie parce qu'elle était suisse. C'est une plaisanterie, parce qu'elle était neutre en réalité. Ah, donc déjà cette notion voilà, de neutralité elle était neutre, voilà. si chère à Coubertin. Et donc on se disait que cette petite cité qui n'avait pas d'ambition finalement ne serait jamais corrompue. Et donc les futurs champions arrivaient là et pouvaient s'entraîner, s'adapter au temps, à la période, etc. et s'entraîner avant donc la cérémonie des Jeux Olympiques. Qui avait lieu donc à Olympie, et c'est là qu'avaient lieu les alors épreuves. là, bon, Les évidemment, épreuves, il y avait quoi qu'on connaîtrait encore aujourd'hui? La cérémonie, c'était une grande parade avec les prêtres, bien sûr, il ne faut jamais oublier les prêtres, il faut être sacré, on le disait tout à l'heure, et puis bien évidemment les entraîneurs, les représentants, toutes les personnalités des différentes cités qui étaient là. Petit à petit, les Jeux Olympiques devenant de plus en plus importants, il y a eu également des chanteurs, des musiciens, des écrivains connus, des hommes politiques connus qui voulaient se montrer à Olympie, donc qui étaient là aussi, donc un long défilé, et qui se rendaient au temple de Zeus pour faire un sacrifice à Zeus. Et alors quant aux épreuves, elles ont augmenté au fil des années, et au tout début, en 776 avant Jésus-Christ, il n'y avait qu'une course à pied. Et après, on a... Qui était de la longueur du stade, donc mais on a grandi mètres. après, il y a des épreuves qu'on retrouve encore aujourd'hui, donc bah, évidemment, il y a des épreuves tout ce qui est course à pied, la boxe par exemple, voilà, la lutte, j'imagine. Le pugilat, la lutte, la boxe, le saut en longueur, il n'y avait que le saut en longueur qui était connu. Par contre, il y a des épreuves comme les courses d'ânes qui ont été abandonnées. Bon, c'est dommage. On pourrait peut-être se divertir, mais on n'a pas trop envie de faire du mal aux ânes. On va continuer à parler des JO antiques avec Violaine depuis 20 ans. Des Jeux Olympiques, oui, il y a ce pari qui vont bientôt s'ouvrir, mais ce sont ceux de l'Antiquité grecque, les premiers jeux quelque part, qui nous intéressent. On parlait des épreuves de l'époque qu'on retrouve plus ou moins dans la version moderne des jeux. En introduction, je parlais du marathon, et si ce n'était pas assez clair, je vais le dire plus simplement pour vous faire plaisir. Violaine Vanoyek, le marathon sous sa forme moderne, les 42 km, ça n'existait pas, mais ça fait référence à l'Antiquité. Donc on est bien sur le décalage qu'il peut y avoir entre l'héritage antique
antiques qui a été présenté par le baron de Coubertin, rénovateur des jeux, et la réalité des jeux antiques. Avec nous en ligne. Bien malgré lui, rénovateur. Hein. On l'a quand même poussé. Oui, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Vinciane Perrin-Delfort. Excusez-moi, je complète, si vous permettez. À Gaune, il y a aussi la notion de guerre. Et donc, il y a une compétition. On est vraiment dans un concours. Mais il y a aussi la notion de guerre dans le mot. Mais ça n'a pas l'air très pacifique, tout ça. Ça a presque l'air dur, les jeux antiques. Non, parce qu'il y avait quand même la trêve sacrée, donc ne dites pas ça. On fait pas la guerre, mais on plaisante pas. On est là pour gagner. Oui, mais regardez, par exemple, pour aller dans le sens aussi de ce qu'on disait, prenons le nom gymnase ou gymnique ou gymnastique, qui vient de gymnos, qui signifie nu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, effectivement, on pouvait s'entraîner comme à Sparte, ou bien on pouvait concourir nu. Aujourd'hui, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Quand on parle aujourd'hui de gymnastique, on ne pense pas à la nudité. Reparler... On n'a pas la notion de record dans l'Antiquité. Alors, voilà. on en a parlé ce midi, effectivement, on est intéressé par la victoire, mais on n'est pas sur la performance et le calcul et les records. On va tout de même retourner, vous avez bien compris, j'aime bien Astérix, donc on va retourner en enfance, même si c'était pas tellement le but des jeux antiques, si je vous suis bien. Gagner les Jeux Olympiques. Je vais devenir le maître du monde. Allez, papa. Je t'écoute. J'ai décidé, ce serait moi qui représenterais. La bande-annonce du film Astérix aux Jeux Olympiques, très mauvais film tiré d'une excellente bande dessinée. C'est une chose de prendre des libertés avec l'histoire, encore faut-il le faire avec talent. Les Uderzo et Goscinny savaient le faire. C'est en partie aussi ce qu'a fait Pierre de Coubertin en adaptant les JO antiques dans leur version moderne. Les réécritures de l'histoire, elles peuvent être toxiques aussi, Violaine Van Oyek. Le rituel de la flamme olympique, vous y participez en tant que spécialiste quand elle part du site historique d'Olympie. Ce rituel de la flamme, on dit que ça a été une réinterprétation de l'Antiquité par le régime nazi au moment des JO funestes de Berlin en 1936, parce qu'ils se servaient de l'Antiquité, ces nazis, pour promouvoir leur idéologie criminelle. Oui. J'exagère peut-être un peu. Non, bon, c'est effectivement une parenthèse un peu triste, on va dire. Voilà. Mais c'est pour dire que voilà, on a des réécritures de l'histoire antique tout au long finalement de l'histoire moderne des JO. Moi je pars du principe que la flamme effectivement existait à Olympique, donc elle était allumée, ce feu sacré était allumé et j'allais dire la manière dont on l'a utilisé d'une manière maladroite ou triste ou autre, je ne sais pas que je n'en ai que faire, mais à la limite, ce qui est important, c'est de savoir que aujourd'hui, la flamme, elle représente quand même le sacré et Olympie, voilà. Oui, elle a une dimension beaucoup plus consensuelle, importante et intéressante. Voilà, je comprends. Vinciane Perrin, internationale des Jeux Olympiques, Radio Jeux International, on parle de l'Antiquité et des Jeux Olympiques, mais on va parler aussi de ceux qui vont bientôt s'ouvrir. La flamme est prête à s'allumer, la vasque est prête à s'embraser du côté de Paris. Radio Jeux International, Hugo Moissonnier. Et il y a des athlètes au présent, les politiques et les dirigeants également aimaient bien se montrer dans les Jeux antiques. Parce qu'avec effectivement le succès des Jeux Olympiques, progressivement, tout le monde, toutes les personnalités sont présentes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par exemple, il y a même des politiques et puis des empereurs après, comme Néron, qui participent aux Jeux. Et il y a aussi des athlètes qui utilisent leur victoire pour se présenter après à des élections. Donc, effectivement, la politique est très liée au sport à ce moment-là. Et puis, on arrive au IIIe siècle en plein professionnalisme avec le dopage tel qu'il était connu à l'époque, bien sûr, toutes les tricheries, toutes les formes de tricherie. Donc il y a déjà beaucoup d'intérêts économiques, sociopolitiques autour des performances des athlètes. À partir du moment où Solon, qui était l'un des 7 sages, comme vous le savez, a décidé que les athlètes seraient très bien rémunérés aux Jeux Olympiques,
et nous sommes au 7e siècle, 6e siècle, où il y a les plus grosses rémunérations, eh bien, toutes les tricheries, sous toutes les formes, en fait, sont apparues. Voilà. Donc, il y avait tout intérêt à gagner, bien évidemment. Des statuts, on devenait un demi-héros, on était exempté d'impôts, la famille des vainqueurs était exemptée d'impôts, on était honoré jusqu'à la fin de sa vie. Donc effectivement, il y avait tout intérêt à gagner, mais il y avait aussi intérêt à gagner pour les cités, pour les pays, parce qu'il y avait un retentissement extraordinaire sur les médailles et les couronnes qui étaient reçues, bien sûr. Violaine von Oyek, on va remercier Christophe Direnzian, donc qui était en direct. Violaine, c'est héros antiques, avait le droit à de somptueux décors. On a parlé d'Olympie. Les Jeux modernes ont aussi le droit à des cadres somptueux. Bonjour Martin Guez. Bonjour Hugo. J'ai levé la semaine de travail, combien d'heures? Mais 60 heures, c'est pas mal. Il y en a d'autres qui n'auront pas vraiment le temps de voir les épreuves. Martin Guez, ce sont les bénévoles qui... Un extrait du film Gladiator. Alors, il n'y a pas de gladiateur dans les Jeux Olympiques antiques, me semble-t-il, mais dans cette scène, on s'interroge sur le caractère voyeur du spectateur par rapport à un corps dans une arène, un corps qui doit se sacrifier ou bien sacrifier les autres pour divertir le public. Violaine von Oyek, est-ce que ça fait écho à ce que disait Vinciane Perrin-Delforge tout à l'heure, qui est également notre invitée dans cette émission, et cette dimension sacrificielle de l'athlète? D'abord, quand même, juste une parenthèse, c'est que quand les Romains ont voulu adapter les jeux grecs, parce qu'ils ont tenté d'adapter les jeux à leur manière, il y avait aussi quand même les gladiateurs dans les jeux qui n'ont pas abouti, mais tentatives. Et les jeux du cirque, c'est quoi la différence avec les Jeux Olympiques? Parce qu'on va dire que c'est les deux références qu'on a, nous, par rapport à l'Antiquité. Oui, non, ça n'a rien à voir. On va dire les Jeux du cirque, c'est proprement romain, mais par contre, que les Romains aient tenté, vu la gloire des Jeux Olympiques, l'importance des Jeux Olympiques, d'adapter les Jeux Olympiques chez eux, oui, mais d'une façon beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus sanglante. On va dire qu'ils n'avaient évidemment pas la même philosophie, la même manière de voir que les Grecs, voilà. Alors le sport-spectacle, ben oui, il apparaît de plus en plus, je vous le disais, avec le professionnalisme sportif du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que on veut voir véritablement des athlètes performer. Alors apparaissent aussi les régimes, donc les coureurs ne mangent quasiment rien. D'ailleurs, il y a des cas de coureurs pendant les Jeux Olympiques qui s'effondrent et qui meurent, d'où des procès. Et on sait très bien qu'il y a eu justement des procès contre des entraîneurs ou des nutritionnistes ou des pseudo-nutritionnistes de l'époque. Des gens comme Milon de Crotone se bourrent de viande, les lutteurs, voilà. Donc pareil, régime carné beaucoup trop important, on va dire. Alors toutes les dérives du sport-spectacle apparaissent. Dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, bien sûr. Donc, comme on le disait, les régimes, les rémunérations qui sont trop fortes. Aujourd'hui, dans un club de foot, on peut passer d'un club à un autre. On l'a vu, on le voit sans arrêt. À l'époque, c'était impossible. C'est-à-dire que quand on concourait pour une cité, on ne pouvait pas concourir 4 ans plus tard pour une autre cité. Si c'était le cas et qu'on était pris, évidemment, on était puni. Alors, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que quand vous allez à Olympie, vous avez ce qu'on appelle les socles, les bases. Ce qu'on appelle les bases des ânes. Les ânes, c'était des statues qui étaient élevées en l'honneur de Zeus par les tricheurs, non pas par les vainqueurs, mais par les tricheurs. Donc, ils devaient, quand ils étaient pris, quand ils avaient triché, quand ils étaient pris par les juges, il y avait toute une réglementation à Olympie, eh bien, ils devaient élever une statue en l'honneur de Zeus. C'est sur la base de ces statues que l'on a perdu, on a perdu les statues, mais on a les bases. Il est marqué, un tel a élevé une statue en l'honneur de Zeus parce que il a corrompu son adversaire. Donc on brocarde le tricheur. Voilà, et donc pour l'éternité. Ils sont restés célèbres, et les tricheurs sont restés célèbres pour l'éternité, exactement. Mais vous savez, il y avait une réglementation.
Je pense à ce que vous disiez, il y a des réunions sans arrêt sportives actuellement et ça n'existait pas. Mais bien sûr que si, ça existait. Il y avait des jurés, il y avait des gens qui contrôlaient absolument tout et donc qui se réunissaient dans des maisons qui étaient faites pour ça à Olympie, qui surveillaient tout. Et ça ne rigolait pas, si je puis m'exprimer ainsi. Donc toute l'organisation un peu du sport qu'on connaît aujourd'hui, le mouvement sportif, olympique, tous ces gens, dans des bureaux, dans des instances, il y avait déjà ça en germe. Il y avait déjà ça et ça pouvait aller quand on ne respectait pas certaines choses, comme par exemple la présence des femmes aux Jeux Olympiques masculins par une condamnation à mort. Donc si vous voulez, c'était quand même une chose extrêmement rigoureuse. Vinciane Perrin, Violaine Bonneillec, très rapidement, ce que vous vouliez compléter. Oui, parce que c'est très très important, d'autant que c'est vraiment mon cheval de bataille. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur le sport féminin dans l'Antiquité. On est revenu beaucoup, bien sûr, la fameuse course réduite à pied, d'accord, pour les jeux qui avaient lieu en septembre, mais on a fait des découvertes iconographiques relativement récentes, notamment à Némée et dans les autres sites dont on a parlé tout à l'heure, qui montrent que, en réalité, les femmes concouraient dans bien d'autres épreuves, notamment des courses de chars. On a donc parce qu'elles avaient l'argent pour pouvoir avoir un char, c'était ça? Pas du tout, parce qu'elles s'entraînaient et on a même retrouvé également des inscriptions et des iconographies aussi sur leur entraînement au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui nous permet justement de revenir un petit peu sur les épreuves féminines aux Jeux Olympiques et dans les autres concours. Et normalement, les Jeux de Paris 2024 seront mixtes, en tout cas en ce qui concerne les participants. C'était la promesse des organisateurs. Donc c'est une évolution par rapport à l'Antiquité, mais on a compris qu'il y avait par rapport à Coubertin. Et par rapport à Coubertin aussi, qui lui se revendiquait de l'Antiquité, mais il était peut-être un peu plus opposé, encore plus misogyne que ses maîtres anciens. Merci beaucoup, Violaine Bonneillec, et l'émission qui ne vous parle pas que des Jeux d'Olympie quelques siècles avant Jésus-Christ, qui vous parlera aussi des Jeux de 2024 réalisés aujourd'hui par Olivier Roux, avec Saliou Diouf, qui a très bien aidé à préparer cette émission. Merci à lui, et puis on se retrouve 7 jours sur 7, hein, vous ne pouvez pas nous rater à 16h10 TU jusqu'au 11 août.